On va être reparti pour l'une des dernières conférences, qui n'est pas la moins intéressante. Antoine, tu fais beaucoup d'affiliations. Tu fais beaucoup de ventes de leads aussi. Plutôt du lead, ouais. Plutôt du leads, ouais. T'en as fait ton business, t'en vis au jour le jour. C'est-à-dire que tous les jours, tu génères des leads et tu fais du blé avec. En gros, tu vas nous apprendre dans la conférence comment on peut optimiser ses CPC AdWords, comment on peut... Je vais expliquer plein de trucs. Bon, bah je me tais en fait. Je te laisse intervenir, c'est le mieux. Antoine, il y a énormément de valeur dans sa conf. Moi, je l'ai vu, il me l'a partagé, on en a parlé. Il y a un volume d'informations, de données dedans qui sont extrêmement élevés. Il faudra certainement que vous revoyiez le replay pour être capable de tout assimiler. Il a donné énormément dedans. Je te remercie d'ailleurs d'avoir filé autant d'infos. J'arrête de parler, je te laisse intervenir dessus. Et j'adore le rose, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est vraiment chambé le rose. Merci Elliot et merci. Allez, merci Antoine. Bonne conf. Merci pour cette conférence. Donc, allez, c'est parti. Comment se servir du SIA pour son SEO. Donc, hop. Avant de me présenter, je vais vous donner un peu les objectifs de la conférence. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que cette image ? Non, c'est du caviar. Donc, mon image est ratée, merci. Voilà. Donc, non, je vais pas vous donner des lentilles, je vais essayer de vous donner du caviar aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Elliot, quand on a parlé de faire la conférence, il m'a dit, ouais, j'ai envie que tu fasses la conférence. Par contre, j'ai envie que tu leur donnes beaucoup de valeur. Et il m'a dit, je sais que tu veux une formation, mais j'ai vraiment envie que tu donnes beaucoup de valeur. Et moi, j'ai dit, bah ok, bah, je vais donner tout ce que j'ai. Peut-être que je ferai plus de conférences par la suite, mais au moins, je donne le maximum et je mets les couilles sur la table. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner l'état d'esprit. Je vais essayer de vous bousculer parce que c'est une conférence SIA dans un événement SEO, donc c'est pas forcément voilà. Hein, je suis un peu l'ennemi, hein, peut-être pour certains. Je vais vous donner envie de passer à l'action et voilà, je vais vous donner mes 2-3 méthodes qui aujourd'hui font 80% de mes résultats. Et j'espère surtout que vous allez actionner immédiatement et que peut-être demain vous allez prendre votre PC, vous allez, si vous n'avez pas de compte AdWords, en créer un et appliquer immédiatement ce que je vais vous donner, parce que le problème quand on va dans des conférences, c'est qu'on a l'impression d'avoir trouvé plein de pépites, mais après on ne fait rien. Donc, qui suis-je ? J'aime pas trop les présentations habituelles, voilà, un peu narcissiques, mais en fait, je pense que me présenter, surtout mon parcours, ça va permettre de démontrer un état d'esprit et l'état d'esprit dans lequel je pense qu'il faut être en SIA. Hop. Voilà. Donc, j'ai commencé le SEO. Je suis un enfant du SEO en 2011, donc ce que j'appelle le SEO du pauvre, avec Wix, avec des forums. Voilà, j'ai appris, j'ai commencé, voilà, j'ai sur des forums à l'époque, début de script SEO pour ceux qui connaissent. Et en fait, au départ, voilà, j'avais envie d'appeler les experts. Donc, je regardais les requêtes principales, les plus concurrentielles qui existaient sur le marché: rachat de crédit, défiscalisation, assurance auto. Je regardais les premiers et puis je me disais, mais comment je fais ? J'ai envie de faire comme eux. Donc j'ai appelé les Paul Sanchez. Voilà, un jour j'ai appelé Paul Sanchez. Je lui ai dit, mais voilà, comment tu fais pour apprends-moi à faire comme toi. Voilà. Donc là j'ai vite compris que ça allait me coûter 3 ou 4 mois de salaire parce que j'étais apprenti à l'époque. Après j'en ai appelé un autre. J'ai compris que ça allait me coûter 5 mois de salaire. Voilà. Et donc je me suis dit, bah je vais retourner sur les forums. C'est pas mal. Et voilà. Et donc j'ai fait des trucs, je faisais un petit peu de sous, mais voilà, je faisais de l'annuaire, annuaire avec mots-clés plus ville. Enfin, tous ceux qui ont fait un peu de SEO voient un peu de quoi il s'agit. On fait quelques centaines d'euros, on met un petit peu d'AdSense. C'est pas mal. Pour un étudiant, c'était pas mal. J'étais étudiant à l'époque. Mais voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai vu que ça plafonnait. Puis surtout, en même temps, en 2012, j'ai vu que tout le monde se faisait exploser par Pingouin. Et moi, je finissais mes études, je faisais un peu de SEO en cours pendant que les autres prenaient des notes. Moi, je faisais des sites, mais je voyais que tout le monde se faisait exploser. Donc, je me disais, mais comment je vais faire une carrière là-dedans, sachant que tout le monde se fait exploser, même les gens qui font les choses bien. Des gens, ils ont fait un petit peu trop d'encre optimisée, mais ils perdent 80% de leur chiffre d'affaires et ils doivent licencier des gens. Donc, ça m'a un petit peu fait peur quand même. Mais j'avais quand même cette passion du SEO et de cet esprit à cœur, quoi.
Donc j'ai quand même pris le virage SIA assez rapidement. Et je me suis dit, ok, pour être bon en SEO, il faut hacker Google, il faut trouver la faille, c'est le lien. Donc, comment je fais pour hacker le SIA? C'est quoi le truc? Donc j'ai cherché, je dis pas que j'ai trouvé, mais j'ai beaucoup travaillé. Pendant 2-3 ans, j'ai créé ma société. Et aujourd'hui, je génère à peu près entre 500 et 1000 leads par jour grâce au SIA, en immobilier, assurance, travaux, crédit. Mais surtout, la différence où je me dis, quand même, j'ai fait le bon choix, c'est que en 2011, quand j'ai commencé, j'investissais à peu près 300 € par mois en SEO. Et franchement, ça m'arrachait la gueule, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, maintenant que le SEO ne représente plus que 5 à 10% de mon activité, je dépense beaucoup plus. Vraiment énormément plus. Et je pense que c'est assez symptomatique de l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on fait du search et quand on ne fait pas que du SEO. En gros, le message, c'est faites du search. Voilà. Donc, je pense que cette présentation, elle était nécessaire pour vous montrer que voilà, le SEO, c'est bien, mais le SIA, ça va vous permettre peut-être de faire encore plus en SEO. Voilà, donc la petite citation que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'investis dans le SIA, je défiscalise avec le SEO. Parce qu'il y en a d'autres, ils se payent des restos, ils se font des trucs, des voyages. Moi, j'investis dans le SIA et ce que j'ai pas envie de donner à l'État, je le réinvestis en SEO. Voilà. Donc, je vous ai dit que j'allais vous donner 3 méthodes que j'utilise en SIA et qu'on peut utiliser en SEO. La première méthode, c'est utiliser la GIP pour payer moins cher ses CPC. Donc, qu'est-ce que la GIP? C'est une méthode que j'ai mise au point, enfin une méthode, un concept que j'ai mis au point, que j'aime bien donner des noms à ce que j'utilise. Voilà, le constat, c'est en AdWords, travailler son quality score, ça marche un petit peu. D'accord? Travailler ses groupes d'annonces, ça marche un peu. Travailler ses landing pages, ça marche bien, faut le dire. Et travailler son CTR, ça marche super bien. D'accord? J'ai constaté ça dans mon travail entre 2015 et 2019. Et donc je me suis dit, mais pourquoi quand j'arrive à exploser mon CTR, j'arrive à diviser mes CPC? Il y a un truc. Et j'ai eu l'intuition que si on arrivait à vraiment exploser ces CTR, le CTR c'est le taux de clic, pour ceux qui ne savent pas, pour 100 impressions dans Google, combien on va avoir de clics sur ces annonces. Et donc je me suis dit, si j'arrive à trouver une méthode pour hacker ce CTR, je vais réussir à diviser mes CPC. Et en fait, toute la base de l'évolution je peux le dire, de la société, de l'évolution du chiffre d'affaires, finalement, elle est basée sur ça. Alors pourquoi est-ce que, en fait, quand on hack le CTR, on hack son SIA? Tout simplement parce que le CTR, c'est ce qui permet de maximiser les profits de Google. Ça associé avec l'enchère. Donc là, on rentre un petit peu dans la technique, mais c'est la base pour comprendre le SIA quand même. Le positionnement d'une annonce dans Google est basé sur l'AdRank. L'AdRank, c'est le CPC multiplié par le CTR. Donc si on veut être bien positionné, soit on met un CPC super élevé, c'est pas le but, soit on a un CTR hyper élevé, et dans ce cas-là, on peut avoir un CPC bas. Et donc, j'ai basé toute ma stratégie, enfin, en tout cas celle-là, d'exploser son CTR. Et donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, autre citation très philosophique. Voilà. Le CTR, la pertinence est au SIA, que les liens sont au SEO. Donc, la GIP, c'est la garantie inconsciente de pertinence. J'aime bien ce terme. Le visiteur, il décide en quelques secondes sur quel résultat cliquer. En fait, il est un peu comme nous, on est SEO, on est un peu gros hacker. Finalement, n'importe qui, tout un chacun qui fait une recherche dans Google, il veut maximiser, il veut minimiser son temps dans lequel il va trouver un résultat. Il a quelques secondes, il veut tout de suite voir ce résultat, il est pertinent, donc je vais cliquer dessus. Et des fois, ça se joue à pas grand-chose, le choix qu'il va faire. Donc, intuitivement, on va se dire, il y a le titre et la description. Je vais pouvoir jouer là-dessus pour accrocher l'attention, l'intention et donc l'attention de l'internaute. J'aime bien toujours coupler attention et intention. Titre et annonce, ça marche pas mal, mais voilà, il y a quand même une forme de défiance inconsciente à l'égard de ces accroches. Parce qu'on est tous submergés de publicité, et donc les accroches publicitaires, on se dit toujours ça peut être manipulé. Mais nous, en bon gros hacker, on va miser sur un autre truc. Et j'ai découvert que
tout se joue sur le nom de domaine. Le nom de domaine, les gens se disent, c'est pas manipulable. On peut pas un annonceur, la probabilité qu'il manipule un nom de domaine est quand même assez faible. Donc, si mon intention est répondue parfaitement dans la structure du nom de domaine, ça veut quand même dire que statistiquement, ça va répondre à ma question. Donc, on va jouer là-dessus. J'ai pris l'exemple, si vous cherchez du pain et que vous voyez une devanture boulangerie, vous n'allez pas trop vous poser la question. Et l'idée, c'est de transposer ça au web. Donc, je vous ai pris un exemple concret, d'accord, concret mais fictif, pour utiliser la GIP pour hacker la pertinence, et donc le CTR, et payer moins cher ses clics. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde voit bien là? Ouais, je pense qu'avec l'écran, tout le monde voit bien. Donc, ce que tout le monde fait, ici, c'est de prendre un nom générique, c'est super pour le branding, voilà, mais franchement, d'un point de vue pertinence du nom de domaine, c'est pas terrible, on peut mieux faire. Je vous précise bien que la requête, là, c'est de la défiscalisation, c'est loi Pinel, d'accord? C'est un truc pour défiscaliser, c'est une loi de défiscalisation. Donc, on a un CTR de 1%, un CPC de 2, c'est assez classique. Si on prend quelque chose, loipinel.fr, on va monter à CTR à 4%, et du coup, forcément, vu qu'on quadruple son CTR, on va diviser son CPC par 4. C'est mathématique. Et derrière, on peut s'amuser avec d'autres choses. Là, j'ai pris un exemple qui est interdit, mais on peut faire des choses un peu smart qui sont totalement autorisées. Mais je ne vais pas non plus trop vous mâcher le travail, j'estime que là, déjà, je vous en ai fait pas mal. D'accord? J'espère que ça va vous donner des idées. Donc, le branding, c'est pour le directeur marketing. Le EMD, donc EMD, c'est Exact Match Domain. C'est en gros, on reprend le mot-clé et on le met dans le domaine. Comme ça, on est sûr d'adresser l'intention parfaitement. C'est une technique de fainéant. Et le dernier, c'est pour le Black Hat, parce que voilà, nous, le Black Hat, on essaie toujours de faire encore mieux que ce qui est facile. Donc, là, je vous ai donné une pépite. Enfin, moi, ce que j'utilise très régulièrement, surtout pour mes gros mots-clés, pour diminuer mes CPC. Je prends mes 5 plus gros mots-clés quand je travaille une thématique, je capte l'intention, j'achète les EMD ou mieux, et je crée des campagnes dédiées. Donc ça, c'est une pépite SIA. Maintenant, comment on peut l'appliquer au SEO? C'est l'objet de ma venue ici. Donc, ça permet de savoir si un EMD est bankable en SEO. Parce que si il augmente considérablement le CTR en SIA, ça veut dire que si vous l'utilisez en SEO, le CTR sera bien plus élevé aussi. Et c'est selon moi la raison principale pour laquelle les EMD continuent de fonctionner, c'est parce que le CTR est plus élevé. Et aujourd'hui, avec les algorithmes du Learn to Rank, Google voit que tel nom de domaine, tel résultat de recherche est beaucoup plus cliqué, et donc c'est pour ça qu'il le positionne beaucoup mieux. Tout simplement. Ça fait plus de trafic à ranking égaux. Moi, quand j'ai un nom de domaine qui capte vraiment bien l'intention sur 100 personnes avec un nom de domaine générique, je vais en avoir 2%, alors qu'avec un nom de domaine bien travaillé, sur lequel j'ai bien étudié l'intention, je vais avoir 10 clics. Donc en fait, je vais avoir besoin de 10 fois moins d'impressions, enfin de X fois moins d'impressions pour faire le même trafic. Et surtout, ça va vous permettre de connaître l'intention principale se cachant derrière un mot-clé générique. Je vous ai pris un petit exemple. On veut ranker sur béton ciré, d'accord? On va mettre en compétition dans Google des noms de domaine, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'on va prendre la même annonce, on va juste changer le nom de domaine dans Google Ads. On va prendre bétonciré.com, comparatif bétonciré.fr, bétonciré-meilleurprix.com, exemple réalisation bétonciré.fr. Ça, c'est ce qu'on récupère dans les recherches associées, pas les suggests, les recherches associées dans Google tout en bas. On va les mettre en compétition, on va attendre que chaque annonce ait eu 100 clics, et puis on va savoir quel nom de domaine, quelle intention liée à béton ciré est la meilleure sur la requête béton ciré. Et donc comme ça, on va maximiser tout son CTR et on va avoir le meilleur taux de clic, etc., etc. Et bien sûr, vous pouvez le garder pour votre SEO, mais si vous êtes rentable en SIA, gardez-le. D'accord? C'est un peu l'objet de la conférence. Vous allez tester le SIA, vous allez récolter des fruits pour le SEO, mais l'objectif, c'est que vous lanciez vos campagnes et que vous soyez rentable en SIA. Voilà. Si vous n'utilisez pas la GIP pour votre SIA, faites-le au moins pour votre SEO. Deuxième méthode. Les intentions TEPE en SIA et qu'on va
appliquées en SEO. Donc, le contexte, c'est que très souvent, on est sur des mots-clés concurrentiels et on est assez difficilement rentable. Malgré d'utiliser la GIP, on peut quand même... Ça peut être assez compliqué d'être rentable parfois sur des grosses requêtes du type rachat de crédit, etc. Ça suffit pas. Il faut faire d'autres choses. On peut, mais c'est compliqué, surtout quand on débute. Et puis l'autre inconvénient, quand on fait du SIA et même du SEO, c'est qu'on est limité sur le volume de lead ou le volume de vente. Moi, j'ai pris l'exemple du lead, mais ça peut être du dropshipping ou n'importe quoi. Et proportionnel au volume de recherche. D'accord ? C'est l'inconvénient du search par rapport à Facebook, aux natives ou au display. C'est-à-dire qu'au Facebook, native et display, on va déranger les gens pendant qu'ils naviguent sur le web. Mais le gros avantage, c'est qu'on n'est pas limité au volume de recherche. C'est le problème du search. Du coup, je me suis dit, mais si je suis en première page sur tous mes mots-clés et que je fais tout mon volume, je ne vais pas pouvoir faire plus de volume. Donc, je me suis creusé la tête et j'ai trouvé une méthode pour scaler davantage. Scaler, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, on duplique pour faire plus de volume. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Ce monsieur-là qui est ici présent, s'il peut lever la main, s'il est dans la salle. David, non, il n'est pas là. Bon, il boit un verre, c'est pas grave. Tant pis pour lui. On travaille dans les mêmes bureaux et il a un chien. Et pendant nos pauses, on discute de choses très 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 intéressantes. Et un jour, malheureusement, il me parle de son chien et il m'annonce une mauvaise nouvelle. Et il me dit que son chien est malade et qu'il va devoir l'emmener chez le vétérinaire. C'est vraiment très 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 intéressant. Donc là, je fais semblant d'avoir un peu d'empathie. Je fais, c'est triste quand même, franchement, dommage quoi. Merde. J'espère qu'il va aller mieux. Voilà. Donc là, je rentre dans mon bureau. J'ai trouvé un super truc là pour mon business. Donc, pourquoi j'ai tilté ? Pour ça. Donc, je vais vous expliquer. Quelqu'un qui a un chien qui a une pathologie. Techniquement, voilà, je vous dis, je travaillais sur la thématique de l'assurance animaux. D'accord ? Je vous ai dit, aujourd'hui, je donne tout. D'accord ? Je cache rien, loi Pinel, assurance animaux, je vous donne tout. Bref. Je générais du lead là-dedans. J'en génère encore, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez copier, il n'y a pas de souci. Moi, je fais mon business ailleurs. Non, mais vous pouvez le faire. Hein. Franchement, je serais très content de voir que les méthodes que je donne sont appliquées. Donc, moi, je faisais un peu de lead sur de l'assurance animaux, sur ces mots-clés précis, et c'était difficilement rentable. Il y a quand même des gros concurrents. Et là, je me suis dit, mais punaise, mais quelqu'un qui a un chien, son chien il a mal au bide, il est en train de vomir, et ben moi, je vais utiliser ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, un chien qui a une pathologie, ça va générer un vétérinaire. Qui dit vétérinaire dit frais vétérinaire. Qui dit frais vétérinaire dit potentiellement un besoin d'être couvert. Parce que ça va raquer. Ça va coûter 500 balles peut-être. Donc peut-être que si on propose une mutuelle qui coûte 5 € par mois, à partir d'eux évidemment, ça peut aller, ça peut faire du lead. Donc, 5 minutes plus tard, après cette annonce malheureuse de David, je vais dans mon bureau, je crée des groupes d'annonces. Et là, bingo, je vous laisse voir le résultat. Ça fait quand même quelques conversions. D'accord ? Voilà, donc tout n'est pas rentable. Je prends toutes les pathologies. Je me suis dit, si un chien vomit, je vais aller regarder tous les symptômes qu'un chien peut avoir. Je vais aller regarder toutes les maladies qu'un chien peut avoir. Et puis après, je vais le faire pour les chats. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait du volume, c'est comme ça qu'on scale. Et c'est comme ça qu'on n'est pas plafonné par le volume de recherche quand on fait du search. Donc, j'ai pris ça, il y a des intentions, il y a des mots-clés qui n'étaient pas rentables, donc je les ai coupés. Mais là, on voit quand même qu'il y en a qui génèrent du volume et qui sont quand même sacrément rentables. Je ne vais pas vous en dire plus, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, la stratégie des intentions TEPE, j'en ai déduit de cet événement, j'ai testé d'autres choses, mais voilà, je l'ai mise au point. C'est pour des intentions très éloignées, proches, exactes. En fait, la majorité de ceux qui font du SIA, ils s'arrêtent aux intentions exactes, voire proches. D'accord ? Là, quelqu'un qui fait du SIA, il va peut-être s'arrêter à assurance animaux, assurance chien.
Il va peut-être aller un peu vers le vétérinaire, ce que je constate, ce que je considère comme intention proche, mais très rarement ils iront vers des intentions très éloignées. Et aujourd'hui, moi, dans mon business, 80% de mon business, il se passe ici, sur des intentions très éloignées. Le proche et l'exact, je laisse à ceux qui n'ont pas envie de réfléchir. Et comment on trouve ces intentions éloignées? On ne les trouve pas en faisant de la recherche de mots-clés. On les trouve difficilement sur SEO Observer, sur SEMrush, sur Ahrefs, sur Google Webmaster Tool, pour pas faire de jaloux. Si j'avais cherché des mots-clés autour d'assurance animaux, j'aurais difficilement trouvé chien qui vomit, chien qui a mal à la jambe. On les découvre en prenant du recul. D'accord ? Et surtout en se faisant des avatars. C'est très 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 important, le concept d'avatar. C'est-à-dire de minuit à 23h59, qu'est-ce que ma personne fait? Qu'est-ce qu'elle est susceptible de rechercher? Quelle problématique elle peut avoir? Et c'est comme ça que peut-être que si j'avais fait l'avatar de mon persona, j'aurais trouvé que effectivement, peut-être que son chien peut être vieux et peut être malade. Voilà. Et donc, peut avoir potentiellement besoin d'une assurance animaux. Et c'est en faisant ça qu'on a un potentiel de scaling énorme. Et c'est surtout comme ça qu'on va chercher une audience où les concurrents ne sont pas allés. Pourquoi? Parce qu'on a davantage réfléchi que les concurrents. L'autre point qui est très important avec cette méthode, c'est qu'en fait, ça rebat un petit peu l'écart de la fameuse stratégie de mots-clés. Je déteste ce mot. Le mot-clé, c'est de la tactique, c'est de l'opérationnel. L'intention, c'est de la stratégie. Quand on vient me voir et qu'on me dit quelle est ta stratégie de mots-clés, tu peux nous faire une stratégie de mots-clés? En fait, c'est comme si on me demandait d'intervenir en aval. Je dis, ok, très bien, donc vous avez fait tout votre travail en amont, travail sur les intentions. Moi, je vais juste prendre vos intentions et effectivement le décliner avec ce qu'on appelle les correspondances proches, exactes du mot-clé. C'est vraiment de l'opérationnel, c'est de la technique. C'est pas de la stratégie, les mots-clés. Et ça, je l'entends trop souvent et ça m'énerve. Stratégie de mots-clés, c'est un oxymore. Le mot stratégie, ça ne peut pas aller avec mots-clés. Tactique de mots-clés, oui, mais stratégie de mots-clés, non. Et les intentions, vous les trouverez en observant le quotidien, en faisant des personas, en faisant en observant votre business, en allant peut-être 2 jours chez votre client, si vous faites une campagne, en lui posant des questions, en l'interrogeant, en lui demandant d'écrire la journée de son persona type pendant toute une journée. Ça prend du temps. Les fiches, elles prennent du temps à remplir. Elles prennent 2 jours. Mais c'est là où on va sur des segments d'audience où les concurrents ne sont pas. Donc ça vaut largement le coup de faire ce travail. Donc, l'application SEO, elle est assez simple. Une fois qu'on a trouvé des intentions où on est rentable en SIA, on peut les faire en SEO. Et en SEO, c'est-à-dire que même si on trouve des intentions où on n'est pas rentable en SIA, on peut quand même les attaquer en SEO vu que ça sera gratuit. D'accord? C'est juste qu'il y aura moins de conversion. Mais on peut quand même y aller en SEO. D'accord? Voilà, si vous avez des intentions qui génèrent beaucoup de conversions en SIA, là, vous ne vous posez pas la question, vous foncez en SEO. Si vous voyez une intention qui fait 1000 clics et qui fait un lead, vous n'allez peut-être pas l'attaquer, c'est sûr. Donc, l'autre truc que j'allais oublier, c'est tester quel angle d'annonce est le plus efficace en SIA pour appréhender une intention. Donc, en SIA, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir tester plusieurs accroches très rapidement et avoir un résultat au bout de 2 jours. S'il n'y a pas trop de volume de recherche, peut-être au bout d'une semaine, mais voilà, vous allez avoir très rapidement du résultat sur savoir quelle intention, quel angle de mon annonce peut plus facilement capter l'intention. Comment on le mesure? Avec le CTR, toujours la même chose. Donc, une fois que vous avez votre annonce qui a un CTR gagnant, vous savez que c'est tel angle, c'est cet angle-là qu'il faut transposer au SEO pour maximiser son CTR. Pour qu'à nombre d'impressions égales, vous ayez un nombre de clics beaucoup plus élevé. Et donc, qui dit CTR plus élevé, dit ranking meilleur, avec les algorithmes récents. Voilà, 3e méthode que je vais vous donner, c'est connaître, cartographier, prioriser sa longue traîne. Ou son spa indexing, c'est selon.
Cette méthode, elle découle de la précédente d'ailleurs un petit peu. Donc, je pense que ce graphique-là, moi j'en ai, je l'ai là, quoi. J'en peux plus. C'est leçon 1 du SEO pour les nuls. Voilà. Mais quand même, on se dit c'est un peu une bête informe, c'est un truc un peu flou. On se dit que c'est vrai, mais on sait pas trop. À quoi ça fait allusion. On se dit ouais, bah là il y a du volume, mais c'est dur. Et là, c'est plus facile, mais c'est un peu pour les losers, quoi. Moi, c'est un peu l'idée que j'en avais, quoi. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à cartographier ça. Et en fait, c'est hyper facile à cartographier une longue traîne, même si vous avez l'impression qu'il y a des centaines de milliers de mots-clés. Comment on fait ça? Bah, je vais vous donner la méthode pas à pas, étape par étape, pour arriver à cartographier sa longue traîne facilement. Donc, on va revenir aux intentions. En fait, bien souvent, la longue traîne, elle est composée de quelques intentions uniquement, pas beaucoup. Si vous regardez bien, vous pouvez aller dans vos termes de recherche si vous faites du SIA, et si vous faites du SEO, vous allez dans votre Search Console et vous regardez. Et en fait, finalement, très souvent, il va y avoir 50 mots-clés autour d'une intention, voire beaucoup plus. D'accord ? Et donc, avec AdWords, on va très facilement identifier des mots-clés longue traîne qui ont la même intention avec des termes qui sont communs aux mots-clés. D'accord ? Donc là, je vais revenir en arrière. Ce graphique, par exemple, bon bah là, on voit destination idéale, voyage en famille au soleil en avril, ou partir en avril en famille. D'accord ? Bah ça a beau être de la longue traîne, c'est la même chose. Le concept, c'est quand même en famille. D'accord ? Et donc ça, bah finalement, si vous avez 1000 mots-clés où il y a en famille dedans, ça se trouve au global, ce segment de longue traîne, il vaut de l'or. Et donc, ça, finalement, de fait, ça ne devient plus vraiment de la longue traîne. Et l'intérêt de cartographier sa longue traîne, c'est quoi? C'est d'avoir une stratégie dédiée pour chaque segment de longue traîne. Je crois que Romain, il en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment d'y aller au sniper, de savoir, bah, c'est telle typologie de longue traîne, elle n'est pas intéressante, elle ne m'apporte pas le business. Alors que telle typologie de longue traîne, elle, si j'attaque ces termes, ces requêtes qui ont ces termes à l'intérieur là, ouais, je vais convertir. Je vais bien convertir. Très souvent, dans les longues traînes, il y a comprendre, avis, explication, il y en a plein des termes. Mais en fait, finalement, ils reviennent très souvent. Regardez, vous allez être surpris. Et du coup, vous allez attaquer votre longue traîne d'une manière sereine, en confiance, et vous n'allez plus avoir cette espèce de bête informe face à vous qui vous paralyse et qui vous fait faire un peu n'importe quoi. Moi, j'ai souvenir quand je faisais du SEO, même du SEO au départ, je faisais des suggests, j'envoyais Uber Suggest à gogo et je classais rien. Je prenais toutes les suggests et puis basta. Et en spam indexing, je sais qu'il y en a beaucoup qui font encore ça. Et qui, comme par hasard, après, ils n'ont pas beaucoup de conversions. Bah ouais, les gars, c'est cartographier un peu, orienter un petit peu votre longue traîne, et vous aurez à moins générer de pages pour avoir le même résultat. Donc, la méthode pas à pas, je vous donne le tutoriel. Hein. C'est plus simple, on ne va pas tourner autour du pot. Donc, étape 1, en SIA, pour avoir des résultats rapides en SEO. Vous inquiétez pas, la presse, je peux vous l'envoyer. Hein. Vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie. Donc, on achète un mot-clé en requête large. La requête large, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? C'est en gros, on achète un mot-clé où on laisse la possibilité à Google d'annoncer sur n'importe quelle typologie de mots-clés connexes, donc des synonymes, ça peut aller très très loin. Je ne le conseille pas pour une stratégie SIA. Là, je le conseille vraiment dans une optique de cartographier sa longue traîne. Là, c'est un test à perte qu'on fait. C'est juste pour savoir quelle est l'efficacité de telle longue traîne. Donc, on achète un mot-clé en requête large, on récupère les statistiques des mots, des termes. Voilà, donc là, je vous ai donné carrément dans l'interface AdWords, vue d'ensemble, recherche mots, classés par conversion. Et là, vous avez sur une thématique, clac, quels sont les termes qui ont généré des conversions. Donc, vous savez que par exemple, pour de la mutuelle animaux, eh ben, votre longue traîne, eh ben, vous avez fichtrement intérêt à l'accès sur du vaccin, du prix, de la castration, voilà, épileptique. Et on ne fait pas dans le dur, on ne fait pas n'importe quoi, on y va vraiment en mode sniper.
on ne navigue plus à vue avec une longue traîne indigeste. Voilà, donc là, la dernière question, c'est fini, mais Elliot m'avait demandé de vous poser une question sur la conférence, et le gagnant gagnera, je crois, une bouteille de champagne. Ça sera tiré au sort. Donc, quelle intention semble générer le plus de leads d'assurance animaux? La castration ou l'épilepsie du chien? Quelqu'un a une idée? Réponse tout à l'heure. Voilà. Il y aura tirage au sort. Elliot, il est pas là, je crois. On va l'appeler. On va l'attendre. Est-ce que vous avez des questions déjà? Tant qu'il arrive? Merci, super conférence. Ouais, bah, du coup, oui, je vais te rendre après. Petite question, quand tu démarres en fait sur une thématique, est-ce que tu capes en termes de CPC les prix et quel est le budget global que tu attribues, comme tu disais, à perte pour apprendre un peu sur la thématique? Alors ça, c'est une super question. Je me fixe toujours un budget de départ où je peux perdre. Souvent, c'est 500 ou 1000 euros. D'une manière générale, une fois que vous avez atteint 300 clics, vous pouvez commencer à tirer des résultats. S'il y a 300 clics, vous n'êtes pas rentable du tout, peut-être qu'il faut arrêter. D'accord? Mais en fait, c'est aussi au feeling, malheureusement. Je mets un CPC maximum. Après, effectivement, là, on rentre un petit peu dans la technique. J'extrapole un petit peu le CPC en fonction du... Je me dis, voilà, si j'ai un taux de conversion de entre 1 et 5%, à combien je peux caper mon CPC? D'accord? Parce que d'une manière générale, après, c'est l'habitude, j'arrive un petit peu à savoir quel sera le taux de conversion minimal. Parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai fait des tests. Voilà. Mais effectivement, au départ, il faut y aller tranquille. La méthode, au départ, quand on se lance, qu'on est débutant, on met un CPC très bas. Si on n'a pas d'impression, on augmente un petit peu. Et puis, on commence à avoir ses résultats quand on commence à avoir des impressions. Tu vois? Est-ce qu'on peut juste, je le fais de temps en temps, de simuler un achat dans AdWords, et donc du coup, la cartographie, je la fais, mais je le fais sur les prévisions, sur les forecasts de mots, et non pas sur la conversion. Non pas pour faire forcément de SEA, mais plus pour justement analyser les intentions et bien comprendre les mots-clés les plus recherchés. T'en penses quoi? Alors, malheureusement, c'est bullshit total. C'est pour ça que, déjà, l'étude de mots-clés, j'aime pas, je préfère l'étude des intentions. Mais les forecasts sont totalement bidons. Et surtout, souvent, c'est largement surévalué. Et il donne une estimation pour avoir un gros volume de clics. Ça se trouve, toi, ça va te suffire d'avoir 15 clics par jour. Et donc, ton CPC sera beaucoup plus bas. Parce que malgré une enchère très basse, tu arriveras quand même à avoir des clics. Donc franchement, les estimations, faut pas les... Tu testes, tu mets un petit budget quotidien que tu es prêt à perdre, sachant que généralement, tu ne le perdras pas si ta landing page est quand même globalement bonne. Et voilà. Quelqu'un d'autre? On est large en temps, si vous voulez poser des questions à Antoine, profitez-en. Donc, merci. Tu es resté beaucoup sur le search, donc très, très bien, mais est-ce que, par exemple, Google Shopping, est-ce que ça peut s'adapter à ce genre de stratégie, ou est-ce que tu as encore d'autres philosophies sur Google Shopping, Google Display, etc. quoi? Alors, Google Display et Google Shopping, franchement, pour le SEO, j'ai pas trouvé encore d'articulation possible à faire. Après, j'ai des petites méthodes display, mais c'est en fait, s'il y a un truc vraiment à retenir, d'une manière générale, que ce soit en Google Ads, mais aussi dans n'importe quelle thématique,
enfin dans n'importe quel secteur d'achat de publicité en ligne, si vous voulez payer moins cher vos clics, bah, je vais vous laisser répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le CTR, voilà. Les annonceurs finalement sont des victimes du système. C'est-à-dire que pour payer moins cher ses clics, il faut être putaclic. Voilà. Donc quand on me dit ouais t'es putaclic, ouais je le suis vraiment carrément, ouais. Parce que j'ai envie de payer moins cher mes clics. Voilà. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Comment t'anticipes à l'avenir avec ce qu'oblige de plus en plus Google avec les RSA, où finalement on peut de moins en moins tester ces annonces et donc essayer d'optimiser le taux de clic? Bah, franchement, on pourra toujours tester. Tu penses qu'ils vont jamais enlever les annonces tradies en fait et qu'on pourra vraiment tester, parce que les volumes d'impression sont quand même de plus en plus limités par rapport au RSA malheureusement. Ouais, mais tu pourras toujours split tester dans des campagnes, tu pourras toujours t'amuser. Franchement, c'est mon point de vue. Hein. Ouais. De toute façon, j'ai constaté qu'il y avait de moins en moins de flexibilité, mais qui dit moins de flexibilité pour les annonceurs, dit moins de rentabilité. Donc si à un moment donné, ils voient qu'ils font un pas en avant pour en faire deux en arrière, ils reviendront en arrière. Je pensais qu'ils reviendraient en arrière pour la nouvelle version de l'interface AdWords. Visiblement, c'est pas le cas. Mais il y a quand même 2-3 trucs bien dans la nouvelle interface AdWords. Hein. Le screenshot pour cartographier ces mots qui ont généré de la conversion, ça vaut de l'or, et c'était pas dans la précédente interface. Donc il faut rendre à César ce qui lui appartient, et il y a quand même 2-3 trucs qui sont bien, mais globalement c'est moins bien quand même. Merci. Ouais, merci Antoine. Dis-moi, une question qui revient depuis des années, c'est quoi l'impact du CTR SEA sur le ranking SEO? Bah c'est énorme, franchement. Sinon je vous aurais pas dit tout ça. Surtout pour la GIP, c'est-à-dire qu'en fait pourquoi des fois il y a des EMD qui ne grimpent pas? Bah, j'y ai partiellement répondu. C'est tout simplement parce que des fois l'EMD n'a aucun impact sur le CTR. Alors dans d'autres typologies de requêtes, l'EMD a un énorme impact sur le CTR. Et dans ce cas-là, vu qu'il a un énorme impact sur le CTR, il va mieux ranker. C'est ma théorie. Voilà. Après, j'ai pas la science infuse, peut-être que c'est totalement faux, mais en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Ouais. Ah, pardon. Excuse-moi. Aucun impact. Ça fait plus de trafic. Donc si tu as plusieurs visiteurs par page qui restent longtemps sur ton site, ça peut être des signaux supplémentaires dans le cadre de l'UX. Mais c'est pas le SIA qui influe, c'est l'UX qui influe. Indirectement, oui, mais au même niveau que du Facebook Ads, du native ou n'importe quel autre trafic. Pas plus, pas moins. Au niveau de toutes les métriques qu'on peut trouver en SEO, donc quand on va chercher notre stratégie de long train ou comment faire nos blogs, etc. Avec le SIA, en fait, tu te crées de nouvelles métriques. Bah en fait, avec le SIA, tu vas identifier des nouveaux segments d'audience auxquels tu n'aurais même pas pensé, parce que c'est des intentions tellement éloignées de ce que les outils d'études de mots-clés t'auraient proposé, qu'en fait, tu vas te créer des nouveaux segments d'audience potentiellement forts, où ne sont pas tes concurrents, où tu pourras faire de la conversion, etc. etc. Et du coup, ça veut dire que tous ces trucs de recherche, ils sont pas capables de les trouver. Et pour nous, ils vont nous afficher qu'il y a 0 recherche. Alors qu'en fait, si tu fais si tu le passes par le SIA, tu découvres que tu as en fait tant de recherches. Il y a ça, et puis les estimations de recherche, du volume de recherche, moi je la garde pas. Elles sont pas valables. Je la garde pas. Ça peut donner une estimation, mais je veux connaître le volume de recherche sur un mot-clé. Je fais une annonce, je regarde combien j'ai eu d'impressions, mon taux d'impression, et je l'extrapole le volume de recherche réel. Voilà. En fait, le SIA, ça fait gagner beaucoup de temps sur mon SIA aujourd'hui. Quelqu'un d'autre? Encore des questions? Bon,
Bon, je me permets une petite deuxième question. Toujours sur la stratégie de démarrage, en fait, tu dis qu'on détecte les intentions basées sur la conversion. Mais quand tu démarres une campagne, tu A/B testes, donc tu parlais de MD tout à l'heure que tu identifies, mais tu parles aussi de landing, etc. Ça te fait quand même beaucoup de campagnes à mener, à A/B tester, etc. Potentiellement plusieurs landings, etc. Qu'est-ce que tu conseilles en fait pour bien démarrer C'est une très bonne question. En fait, au départ, tu prends tes intentions que tu as fait parce que tu as passé du temps à faire tes fiches persona. Tu as passé 2 jours. Donc, tu as l'impression d'avoir. Moi, quand je fais une fiche persona et que je trouve une intention, là, typiquement les pathologies pour les animaux, c'est un peu comme si j'avais trouvé une pépite d'or, quoi. Une pépite d'or que je suis le seul à découvrir et que je vais être une mine d'or ou que je vais être le seul à l'exploiter, quoi. Donc, parfois, elle est un peu exploitée par la concurrence, mais bien souvent, je suis tout seul. Et donc, du coup, ouais, c'est assez facile de. J'ai pas bien compris ta question, en fait. Rapidement, en fait, quand tu multiplies toutes les choses dans lesquelles tu peux t'embarquer quand tu démarres, tu vas avoir plusieurs landings, plusieurs intentions avec les fiches persona, tout ça, tu multiplies potentiellement plusieurs annonces, etc. Ouais. Pour pas trop t'éparpiller, en fait, comment tu démarres concrètement avec toutes ces options qui s'offrent à toi, parce que... Tu prends une annonce par intention, enfin un nom de domaine par intention, parce que tu n'en as pas non plus des 150 des intentions. Souvent, tu en as, encore une fois, je parle pas de mots-clés, je parle d'intentions, donc des intentions liées à ton produit. Tu vas peut-être en avoir 20, 30. Et bon, ça peut paraître beaucoup, mais bon, travailler sur 20, 30 noms de domaine, je veux dire, on fait le travail une fois, quoi. Après, si on est rentable, si grâce à un nom de domaine qui va tripler son CTR et donc diviser son CPC par 3, si on n'est pas capable d'acheter 30 noms de domaine, on fait pas de SIA, quoi. C'est mon point de vue. Ça répond à ta question ? Okay. N'hésitez pas à venir me voir après si vous avez des trucs pour approfondir. Pour des questions ? Ok. Tu m'entends ? C'est bon. Quand tu parles de nom de domaine que tu achètes justement pour correspondre parfaitement à la recherche, enfin à l'intention, ensuite tu places ta landing page sur ce nom de domaine ou c'est juste un moyen de transférer le prospect vers la landing ? J'aimerais avoir juste à acheter le nom de domaine et pouvoir faire une redirection, mais Google n'aime pas. Donc je suis obligé de dupliquer mon site sur le nom de domaine. Mais c'est assez facile à faire, hein. Soit on passe par le Registar, soit on fait un clone de site dans WordPress, si on a un WordPress. Je dis pas que c'est facile, mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette petite barrière que nous met Google, c'est vu que tout le monde ne peut pas le faire, du coup, il y en a moins qui le font. Enfin, voilà, je suis tout seul à le faire, quoi. Voilà. Il y a encore des questions ? On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Antoine.